Des cas de fraude grands-parents ont été répertoriés récemment à la Chute et nous avons fait le point sur le sujet avec la coordonnatrice locale en police communautaire. La fraude, c'est à tous les jours, hein, c'est différentes manières. Fait que oui, là, c'est la fraude grands-parents. Demain ou tantôt, ça va être la fraude du faux conseiller. Le 29 janvier dernier, 8 Lachutois ont contacté la Sûreté du Québec en lien avec des cas de fraude grands-parents, d'après la coordonnatrice locale en police communautaire. Nous avons eu au moins 6 personnes qui se sont présentées au poste de police, avec des cas, là, d'autres qui ont été victimes, certains qui ont réussi à voir que c'était une fraude et qui n'ont pas tombé dans le piège. On a eu aussi d'autres personnes qui ont appelé. Entre autres, on a eu l'ouverture de 2 autres cartes d'appel à ce sujet-là. Fait que pour le moment, hier, on a eu environ 8 cas répertoriés. Sauf qu'on le sait qu'on est toujours seulement à la pointe de l'iceberg. Fait qu'il y en a probablement plus qui ont eu lieu. Qu'est-ce que ça veut dire fraude grands-parents? Bien, ça le dit, hein, fraude grands-parents, ça s'adresse aux grands-parents. Fait que la manière que les fraudeurs fonctionnent, c'est qu'ils se font passer pour les petits-enfants. Fait que petit-fils, petite-fille, appelle un aîné, dit grand-maman, grand-papa, c'est moi. Puis là, ben, l'aîné tombe dans le piège et dit Tommy, c'est-tu toi, Tommy? Ben oui, c'est moi, Tommy. Puis après sort une situation, un scénario catastrophe. Fait qu'il y en a plusieurs. Mais hier, le scénario catastrophe que nous avons eu, c'était vraiment l'accident. Fait qu'il y avait un accident dans lequel il avait été impliqué. Il était à l'hôpital, il avait besoin de sous maintenant. Immédiatement, c'était urgent parce que, dans le fond, il devait dédommager la personne ou il allait se faire arrêter. Fait qu'il y a toute une panoplie de complications qui s'engendrent là-dedans. Et puis, l'aîné devient extrêmement comme paniqué avec cette surcharge-là. Prend pas le temps, peut-être, de penser est-ce que c'est vraiment plausible? Est-ce que je peux communiquer avec quelqu'un pour vérifier ou valider? Et puis, se met tout de suite en mode solution, puis écoute les directives. Fait que va sortir, exemple, hier, c'était 5 000 ou 4 200 c'est quand même des gros montants. Se dirigeaient, dans le fond, à leur institution financière, sortir les sous. Et puis après ça, revenaient à la maison, et puis il y avait quelqu'un, un ami ou quelqu'un proche, qui venait récupérer les sous pour transmettre cet argent-là, dans le fond, à la personne qui en avait besoin. Et ce sont, comme vous venez de le mentionner, de gros montants. Donc, à la caisse, c'est difficile des fois de retirer un tel montant d'un seul coup. Est-ce que ça se faisait quand même? De quelle façon ça pouvait se faire? Bien, il y a l'option, dans le fond, d'aller au comptoir, d'aller sortir des sous, parler avec un employé, ou encore de sortir des sous versus le guichet. Certaines institutions financières vont avoir justement des limites pour protéger là, ce genre de retrait-là. Sauf que c'est vraiment différent pour chaque institution financière. Hier, les 2 personnes qui ont été victimes, c'était à la Caisse des Jardins. Donc, les personnes qui travaillaient à cet endroit-là ont été extrêmement proactifs. Ils ont vraiment travaillé très fort parce que, comble du malheur, on va dire ça de même, la coïncidence était que c'était la journée des pensions que les personnes âgées recevaient aussi. Donc, il y avait beaucoup de personnes aînées qui venaient aux institutions sortir des sous. C'était difficile, selon les employés, de démystifier est-ce que c'était toutes des personnes qui étaient victimes ou plus des habitués qui venaient retirer leurs sous. Donc, c'est ça, ces personnes-là qui donnent l'argent, qui remettent des enveloppes d'argent à des étrangers, ne se feront pas rembourser. C'est vraiment une perte totale pour eux. Oui, c'est une perte qui est quand même importante, là. Souvent, les aînés, c'est pas eux nécessairement qui roulent sur l'or, comme on dit l'expression. C'est des sous qu'ils ont besoin. Puis ces sous-là, bien, ils sont pas remboursés, effectivement. Fait que d'autant plus. Puis c'est vraiment eux, volontairement, qui vont le remettre. Fait que même si c'est un subterfuge et qu'ils se font avoir, qu'ils tombent dans le panneau, ils ne retrouveront plus cette somme-là. Vous avez une suspecte dans votre mire. Dans le fond, à travers les témoignages qu'on a eus des personnes qui ont été sollicitées, il y avait justement une personne qui sortait, dans le fond, du lot. Fait que ce qu'on avait comme description, c'était une femme de race noire qui était grande, élancée, bien habillée. Et puis qu'elle était à bord d'un véhicule gris.
Fait que, il y avait quelqu'un d'autre qui conduisait, mais on n'avait pas grand détail sur le reste. Fait que c'est vraiment là, ce genre de détails-là qu'on peut vous dévoiler en ce moment, mais l'enquête est en cours là, pour essayer justement là, de faire des liens parce que c'est pas le seul endroit où est-ce que ça se passe, hein. C'est pas juste à la Chute, c'est pas juste dans la MRC d'Argenteuil, c'est partout dans la province et puis ça peut être aussi partout dans le pays, là. Comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir une telle fraude? On peut penser aussi à bien regarder l'afficheur, mais même encore, l'afficheur peut être trompeur. Oui, effectivement, l'afficheur, c'est pas toujours, dans le fond, la réalité. Fait que les fraudeurs sont rendus capables de modifier ce genre de choses-là. Je ne sais pas exactement technologiquement comment ils le font, mais bref, ils sont capables. Donc, ça veut dire que, exemple, je prends Desjardins pourrait vous appeler, ou la CIBC, ou n'importe qui, n'importe quelle institution financière pourrait vous appeler et vous demander, dans le fond, de confirmer vos coordonnées parce que vous êtes susceptible d'avoir été fraudé, mettons, sur votre carte de débit ou votre carte de crédit ou peu importe. Fait qu'ils vont vous poser des questions extrêmement personnelles sur vos coordonnées. Mais c'est pas de cette manière-là qu'ils procèdent, les institutions financières. Ils vont vous donner un rendez-vous ou ils vont vous préciser de plutôt profiter de vous parler en personne. Puis en même temps, ils vont faire ça sécuritairement. Ça ne sera pas, dans le fond, de faire confiance à n'importe qui vous appelle. Et lorsqu'on reçoit un tel appel qui nous dit votre petite fille ou votre petit-fils est en danger, quel est le réflexe à développer? Bien, premièrement, c'est sûr, c'est de toujours un peu, je dirais, se méfier. Si, dans le fond, la manière qui fonctionne, c'est comme je vous ai dit tantôt, là, c'est vraiment, ils vont dire grand-maman, grand-papa, puis ils se nommeront pas. Fait que c'est facile de dire, bien, OK, c'est qui? C'est lequel de mes petits-fils ou de mes petites filles? Tu sais, j'en ai plusieurs. Fait qu'ils vont essayer de donner un nom, puis si le nom, ça marche pas, mais c'est clair que c'est une fraude. Ou vous pouvez aussi prendre un nom que vous n'avez pas comme petit-fils ou petite-fille, puis dire, je sais pas, moi, exemple, Daphné, c'est toi? Mais non, c'est pas Daphné. Fait que Daphné, elle n'existe pas. Fait que là, à ce moment-là, vous le savez, dans le fond, que vous êtes avec un fraudeur. Fait que tout simplement le dire que vous allez appeler la police, puis vous savez que c'est de la fraude, puis raccrocher. Et on parle aussi d'intelligence artificielle lorsque la personne utilise peut-être ou imite la voix. Est-ce qu'on pense qu'elle imite ou c'est de l'intelligence artificielle? C'est difficile à déchiffrer. Je pourrais pas, dans le fond, confirmer ou infirmer concernant l'intelligence artificielle, c'est parce que des fois, les voix peuvent aussi être interprétées comme étant la même, mais c'est pas nécessairement la même. Des fois, nous-mêmes, c'est difficile de savoir si c'est vraiment la bonne personne qui nous appelle ou le ton de voix ressemble. Souvent, pour ce genre de choses-là aussi, ils vont faire, dans le fond, ils vont pleurer, ils vont comme dire, j'ai mal à la voix, tu sais, puis ah, ta voix est pas normale, elle est pas pareille, mais tu sais, pour essayer de faire un subterfuge puis faire en sorte qu'on soit capable d'être en confiance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on reçoit un appel et qu'on a un doute? Est-ce qu'il y a un numéro à composer? Bien, si vous avez ce genre d'appel-là et que vous remarquez que c'est effectivement une fraude, si vous n'avez pas tombé dans le panneau et que vous n'avez pas perdu d'argent, bien, vous pouvez le signaler à voyons, le Centre antifraude du Canada. Si vous avez perdu de l'argent, puis vous avez malheureusement réalisé ça trop tard, mais il faut nous appeler, nous, à la Sûreté du Québec, à votre poste local ou peu importe. Puis à ce moment-là, on va pouvoir prendre votre plainte. Puis sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas responsable, il ne faut pas avoir honte, ça arrive à tout le monde. Et puis, il y a un élément aussi important qui doit être mentionné. Dans la fraude grands-parents, ils vont mettre l'urgence, mais ils vont aussi demander de ne pas parler de cette situation-là à personne. Pas contacter la police, de ne pas en parler à la famille. Puis c'est vraiment de garder le plus grand secret. Fait que c'est là déjà en partant que ça devrait lever un drapeau rouge dans la tête des gens pour dire, regarde, c'est pas normal que je puisse pas, dans le fond, parler à mon milieu, à mon entourage pour justement savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc, si vous avez la chance de vérifier avec vos petits-fils ou vos petites-filles, bien, faites-le. Vous allez vous rendre compte que souvent, bien, ils ne sont pas dans le pétrin, puis gardez vos sous pour vous.